Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle émission. C'est Victor Clorec qui est au micro. Les sujets d'actualité sur cette belle semaine qui nous a été proposée. Tactical Landing, on parlera aussi des 4 B qui seront dès maintenant les 4 premières places qui seront qualificatives pour le prix d'Amérique. On parlera de Gone Boy qui s'est imposé brièvement dans le Grand Prix de Wallonie. On parlera aussi de Gaspard Dangy qui s'est imposé mercredi dans le Quintet. Et on finira avec notre invité, l'interview de Louis Baudouin. Bonjour Louis. Bonjour, bonjour à tous. On va commencer avec Tactical Landing où jeudi dernier, c'est la SCTF qui s'est entre guillemets exprimé sur les 120 parts offerts par ce cheval américain. 82% étaient favorables, 52% je crois étaient favorables par contre pour que ça soit mis en place pour l'année 2025-2026, mais ça a été voté. Donc dès 2025 et dès 2026, des poulinières seront pleines de Tactical Landing si tout se passe bien. Je rappelle que c'est 120 juments. Je rappelle aussi que ce n'est pas une ouverture du studbook. L'élevage américain, entre guillemets, là-bas, ceux qui s'en occupent ont offert ces 120 parts. Quelques mots, Louis. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, oui, sans doute. Ça réouvre un petit peu les frontières, entre guillemets. Ça permet de rapporter un petit peu de sang neuf. Après, voilà, il y en a qui sont pour et d'autres contre l'ouverture du stickbook. Là, c'est sûr que on va plus dans l'optique d'ouvrir le steelbook et en faisant des choses comme ça. Donc voilà, faut faire attention, mais oui, c'est sans doute, je pense, une bonne chose de ramener du sang. Après, on peut dire aussi que c'est une bonne chose parce que, je vais dire peut-être tout et son contraire, mais c'est peut-être une bonne chose pour ceux qui sont contre l'ouverture du studbook, car s'ils se rendent compte que en fait Tactical Landing ça ne marche pas, eh ben on n'aura qu'à dire, les gens auront qu'à dire, entre guillemets, ça ne sert à rien d'ouvrir le studbook. Et de toute façon, moi je crois que ça ne sert à rien d'ouvrir le studbook, vu en ce moment, vu comment on domine sur la scène internationale, sur la scène européenne, on a les meilleurs chevaux, on a tout de mieux, on a la meilleure économie. Est-ce que ça peut mettre du sable dans l'engrenage quand même, ce Tactical Landing qui est un sang américain, même si on en avait auparavant, ça peut quand même dérégler, et si ça dérègle, ça serait une grave erreur, quoi. Ouais, c'est sûr, faut rester méfiant et vigilant avec des choses comme ça. J'ai pas encore assez de recul pour me faire un avis très fixé. Je sais pas trop après. Là, on a vu notamment ils ont ouvert ils ont fait des ventes à Deauville pour les étrangers et tout ça. Ils cherchent quand même à ramener pas mal d'étrangers, hein, de ce que j'ai l'impression. On a, dans nos écuries, on a de plus en plus d'étrangers, donc voilà, moi aussi, je ne sais pas trop l'ouverture du book, c'est favorable. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on voit de plus en plus d'étrangers. Donc voilà, faut rester vigilant. Maintenant, ce cheval-là, à vrai dire, je ne le connais pas, c'est un parcours, mais voilà. On va ramener du 109, après, l'avenir nous le dira, j'espère, je croise les doigts pour que ça ne tue pas notre filière. Après, il y a une autre question naturellement qui se pose. Comment ça va être distribué ces parts offertes? Parce que je rappelle que je crois qu'en Amérique, sur catalogue, les parts de Tactical Landing, ça doit être tourné aux alentours de 20 000 euros, 15-20 000 euros, je crois. Et donc, c'est quand même 120 saillies offertes, donc c'est non négligeable. Mais il y a quand même une question qui va en bénéficier? On sait que ça va être tiré au sort, mais est-ce qu'il va falloir que ça soit des juments d'élite? Est-ce qu'il va falloir que ça soit des juments de classés de groupe ou ça va vraiment être ouvert à toutes les juments? Ça, il y a une question aussi qui se pose, et une question importante, parce que c'est bien d'avoir les talons, mais il faut aussi avoir la mère. Ah bah oui, totalement. Hein. Je pense qu'il va y avoir une sélection, hein, de fait au préalable avant. Hein. Je
je sais pas comment ils ont raisonné leur truc. J'espère que c'est très très bien structuré, et qui ne vont pas dans le flou. Maintenant, voilà, moi et mes parents, l'écurie, on est assez ouvert à beaucoup de choses. Maintenant, voilà, que ce soit des choses structurées et confortables pour tout le monde. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la nouveauté peut pas être mauvaise, mais il faut voir avec modération. On en parlera prochainement dans nos prochaines émissions. Peut-être que l'on aura des fins connaisseurs du sujet. On va passer parce que ce sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez complexe, ça n'a pas été encore très éclairé. On en parlera dans les prochains jours pour nos auditeurs. On va parler à l'autre sujet qui est les 4B maintenant, le Bourgogne, le Bourbonnais, le Belgique et le Bretagne qui seront désormais maintenant les 4 premiers de chaque qualif seront qualifiés désormais pour le Prix d'Amérique. Encore une autre question, c'est une bonne chose ou pas? Ouais, moi je suis assez favorable à ces choses-là. Ça permet d'avoir vraiment des chevaux qui sont constamment en forme, hein, parce que quand on qualifie dans une des 4B, c'est voilà, notre cheval est en forme. Donc, donc voilà, ça permet d'avoir des chevaux en forme, et puis ça resserre encore la compétition. Là, faudra vraiment être à chaque fois au top, hein. Il y aura vraiment pas de place pour ceux qui sont un peu en dessous. Parce que je rappelle qu'auparavant c'était les 3 premiers et puis la place qu'il y avait à la fin c'était aux plus riches qui avaient l'avantage. Pourquoi le Prix d'Amérique? En vrai, de vrai, si on est sincère, ça peut pas être une mauvaise chose parce que maintenant ça va vraiment être la compétition et plus sur ce qui s'est passé auparavant, quoi. C'est un cheval qui a 1 200 000 € mais qui reste sur 20 courses où il n'a pas pris de gain ne pourra pas courir le Prix d'Amérique, mais alors un cheval qui en a peut-être 400 500 000 € mais qui est en forme et qui a fini dans les 4 premiers, lui pourra courir. Donc on est vraiment aujourd'hui, ça c'est peut-être une bonne initiative, ça a été voté jeudi. C'est moi de mon côté, je trouve ça une bonne chose parce qu'on rentre réellement dans la compétition et plus dans les gains, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Bah, ce qu'ils avaient fait déjà il y a maintenant 5 ans, je crois, de faire rentrer déjà les 3 premiers, déjà c'était déjà une bonne chose. Parce qu'avant, quand j'étais gamin, moi c'était que le premier, il me semble. Non, c'était déjà une bonne chose. Donc voilà, moi je suis assez favorable à ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Donc si c'est une bonne chose pour toi, c'est le principal. On va en reparler dans quelques... Pour l'instant, la nouvelle n'a pas été encore trop médiatisée, c'est normal. La presse a été, entre guillemets, prise par la nouvelle de Tactical Landing. Alors, on va peut-être passer Go On Boy, on va peut-être en parler dans fin d'émission parce que je crois que tu n'as pas trop vu la course, tu étais occupé. Donc on va tout de suite parler de Gaspard d'Angy qui s'est imposé à Lyon-Pareilly, dans le Grand Prix du Centre-Est, c'était mercredi dernier. Ça, je pense que tu l'as vu parce que c'est un cheval entraîné par ton père, que tu connais naturellement très bien. Il a remontré son vrai visage, ce Gaspard. Ah bah ouais, tout à fait, hein. Mais déjà, ça faisait quelques temps voilà, qui revenait vraiment au top, hein. On lui a demandé, je pense, beaucoup la saison dernière. Il a cartonné. Et je pense qu'il était vraiment à 110% tout au long de l'année. Et donc voilà, il a subi entre guillemets le contre-coup en fin d'année et en début d'année 2024. Là, donc voilà, là, je pense qu'on a retrouvé le vrai. Il m'avait fait une superbe rentrée, il marchait très vite au Mans, dans le GNP. Je marchais le même chrono que ceux qui étaient quatrième, qui partaient à 3 ou 4e, qui partaient à 25 mètres avec une serrure d'entraînement. Donc c'était génial. Donc non, le cheval était parfait. Donc voilà, il restait plus qu'à concrétiser. Mais il nous a fait peur un petit peu parce qu'il était très froid autour du but. Mais voilà, là c'est une force qu'il est en train de se forger, ce cheval-là. Il devient de plus en plus calme. Lui qui était avant un petit peu nerveux. Et là, il a transformé ça en force. Donc non, je pense que il peut encore nous épater. Ouais.
C'est sûr qu'il peut nous épater. On rappelle que c'est un cheval qui est hongre. Il avait gagné la finale du GT l'année dernière en devançant des chevaux de très grande qualité. À vrai dire, il a eu l'excellent parcours dans le dos de l'animateur qui est It's Dollar Maker, qui est un cheval de train. C'est vrai qu'à un tour du but, je me suis dit, oh là là, It's Dollar Maker avait l'air d'être plein gaz, avait l'air d'aller au-dessus des autres. Et Gaspard, un peu les rênes dans le vide, avec Eric qui lui mettait un peu la cravache sur la croupe. J'avais l'impression que c'était... qu'il allait être battu, et puis dans les tournants, il a redonné son coup de rein, et puis il s'est baladé, quoi, comme l'année dernière comme l'année dernière dans le GNT en général, quoi. Bah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, c'est sûr. Mais c'était pas plus mal, hein, parce que Dollar Maker, il abattait beaucoup de terrain, donc Gaspard, au moins, il fatiguait pas derrière, entre guillemets, il gaspillait pas de ta mauvaise énergie, donc voilà, il se préservait, et puis ça a été tout bénéfique pour finir. Euh, donc non, non, on en est ravis, hein, c'est des courses magnifiques, hein, non, c'est très bien. C'est vrai que c'est un cheval, quand il est à 100%, il vaut les bons européens, quoi, hein, naturellement, je pense. Ah bah ouais, ouais, j'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux qui l'ont même cité comme un des meilleurs Hongres actuellement sur notre sol. Ouais, je suis pas trop surpris. Je pense que actuellement il est quand même dur à battre. Quand il est à 100%, il a vraiment un très très gros potentiel et voilà, maintenant, voilà, le fait qu'il se soit calmé, c'est une bonne chose parce que le programme maintenant est assez compliqué quand même parce qu'on a beaucoup de gains, donc rendre 25 mètres, 50 mètres, c'est pas toujours évident. On avait le choix de rendre 25 mètres à Hinault du Lupin, voilà, c'est pas cracher dessus, c'est pareil, c'est un crack, hein, donc je pense que c'est limite impossible. Donc voilà, va falloir qu'il s'adapte à l'Autostar. Les dernières fois qu'il a couru à l'Autostar, il est salvé par des échecs. Donc faut qu'on travaille sur ce côté-là parce qu'on a un petit peu de course à l'Autostar et notamment un petit peu à l'étranger. Donc ça pourrait être intéressant pour lui, je pense. Bah, c'est vrai qu'il aurait pu courir le Grand Prix de Wallonie, là, qui s'est déroulé aujourd'hui. Il aurait pu courir, c'est un cheval, bon, il y a plein de groupes 1 sur la scène internationale, on rappelle qu'en France, les groupes 1 sont interdits pour les Hongres. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? On pourrait en débattre. Tiens, est-ce que toi, c'est pour toi une bonne chose ou une mauvaise chose que les Hongres ne soient pas autorisés à courir les groupes 1? Euh, j'ai envie de rester un petit peu chauvin. J'ai toujours connu ça comme ça. Oui, pour moi, oui, qu'en France, on puisse pas courir un Hongre dans les groupes 1, oui, ça me dérange pas. Je trouve que c'est tellement compliqué d'avoir un entier, de gérer toute la carrière. Euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Un mâle, c'est vraiment pas facile, hein. Donc voilà, faut pas casser ce truc-là et voilà, le groupe 1 c'est le prestige. Donc ouais, pour moi, non, non, faut laisser dans l'état actuel des choses et puis surtout, voilà, on a la chance de pouvoir aller à l'étranger où là-bas c'est ouvert. Donc ouais, non, moi je pense que faut laisser comme c'est actuellement. Bah, c'est sûr qu'en plus, ils ne peuvent pas reproduire, donc ça serait quand même une grave erreur. Bon, moi pareil, je suis comme toi, je suis du même avis. Je rappelle que c'est un cheval qui a 714 000 euros. Pour un Hongre, c'est énorme. Au monté, actuellement, on a Extrême des Bois, qui est peut-être le meilleur Hongre. Et puis à l'attelé, on a Gaspard d'Angy et puis Hinault du Lupin. Non, à l'attelé, ça a l'air d'être les deux Ouais, Hongres. ouais, tout à fait, hein. On est obligé de mettre, c'est pareil, Hinault du Lupin qui fait pour le moment une carrière vraiment remarquable, hein. Il est très bien géré par l'entourage. Il court pas beaucoup, mais à bon escient à chaque fois. Donc non, c'est pareil. Non, c'est ça, ouais, c'est des très bons choix.
c'est sûr que c'est agréable de les avoir dans son écurie. Est-ce que toi tu t'en occupes un petit peu le matin? Comment ça se passe avec lui? Ah bah oui, 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 moi je fais partie de ceux qui le trottent un petit peu. Voilà, puis c'est le chouchou quand même de papa, donc c'est lui qui le prend les trois quarts du temps. Mais voilà, moi c'est moi qui était associé en début de carrière. Et puis voilà, j'ai gagné quelques courses avec, j'ai dû prendre presque 200 000 avec lui. Et puis après, bon voilà, nos chemins se sont éloignés. Donc voilà, il a été associé avec Raffin et il a fait du super boulot ensemble. Donc non, non, c'est génial. Et puis c'est génial de voir évoluer un cheval comme ça que l'on a vu limite grandir chez nous, hein, parce qu'il est arrivé, il était tout juste qualifié. Et voilà, on a fait presque tout le travail. Donc non, non, c'est vraiment agréable. Ah bah c'est vrai qu'il a évolué. Moi je me rappelle qu'il s'était imposé dans un trophée vert à Bernay. Je crois que c'était avec Jean-Philippe Monclin. Il avait quoi, 200 000 euros de gains. Aujourd'hui il en a 714. L'année dernière il a fait une saison extraordinaire, je crois, avec 6 ou 7 victoires d'étape du GNT sur 14. C'était presque la moitié quoi qu'il a gagné. Des chevaux qu'on a gagné autant, ça remonte. Il est peut-être de la classe de Klinghem, d'Aubryon du Gers, les derniers grands champions qu'on a vus. Peut-être pas de la même classe, mais il fait partie de ceux-là, quoi, hein. Oh, bon, oui, 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 je pense. Après, faut encore continuer à bien travailler, le matin et bien continuer à bien structurer la carrière. Et je vous dis, là, il est encore en train de changer parce qu'il se calme de plus en plus. Donc c'est une très bonne chose. Je pense que c'est pas encore la fin de Gaspard d'Angis. Et ouais, on n'est pas encore au niveau du Gers, mais voilà, si continue d'évoluer comme ça, j'espère qu'on arrivera au moins au pied de Brion. Oui, puis même si vous arrivez au pied, ça sera déjà pas mal. Les prochains engagements, je vois qu'il est engagé à Mêlée du Maine ou encore à Vincennes le 11 octobre, ou encore au 47e Grand Prix du Sud-Ouest, ou encore dans le Prix des Seven lors du début du meeting d'hiver. Avez-vous encore vu un petit engagement prévu? Est-ce qu'il y a encore une suite avec Gaspard ou là il va être mis en pause? Quel est l'objectif? Quels sont les prochains engagements? Non, non, il va pas être mis en pause. On va continuer de courir. On va continuer de courir. Il va faire quoi? Il va faire le prix des Cévennes, très c'est sûr. Et après, peut-être qu'il va faire une course avant. On ne sait pas trop, mais le programme est assez compliqué parce que Mélève du Maine, je vous dis, à 25 mètres de Tino du Lupin, moi, je pense que c'était trop dur. Et voilà, et c'est pareil dans le sud-ouest, il me semble qu'on rend 25 mètres à une XS bleue sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. C'est des pistes. C'est sur l'hippodrome d'Agen-la-Garenne. Ouais, ou Agen, c'est quand même mieux de Partir partir en en tête, tête. hein, sur ces hippodromes-là. Et puis, pareil, une XS bleue, c'est quand même des sacrés clients. Hein, donc voilà, faut bien choisir ses engagements et pas l'écurer et continuer de courir comme on le fait là, et ce sera, ce sera que mieux. Mais oui, je pense le prix du Seven, ouais, c'est en vue en tout cas. Ouais, entre la course de mêlée et d'Agen, il y aura le prix Gordonia. Là, j'étais en train de regarder les engagés. Bon, il y a Harlem Debussy, quelques gros patrons, mais ça peut être la course qui peut courir avant le prix des Cévennes, hein. Oui, 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 tout à fait. Après en fonction de comment il est au travail, voilà, c'est lui qui nous dira. Ok, on va maintenant parler alors de Gone Boy qui s'est imposé dans le Grand Prix de Wallonie. Est-ce que tu as réussi à voir la course, hein? Ouais, ouais, j'ai réussi à avoir la course. Alors, tu as sans doute vu que ça n'a pas du tout roulé. Ça a été une course très tactique. C'était une course d'entraînement. C'est les mots de Pierre Belloche après la course.
À mon avis, il doit avoir beaucoup de regrets dans certains camps et dans d'autres, c'est la joie, comme celui de Gohan Boy, où cette fois-ci, il a été chanceux, contrairement à ses nombreuses courses qu'il a courues où il était complètement malheureux. Ah bah ouais, complètement, c'est un crack et il est souvent quand même malheureux et il est dans tous les combats. Voilà, il méritait son groupe 1, il méritait son groupe 1, voilà, ça lui a souri, donc non, c'est très bien pour lui et après c'est malheureux pour des cracks comme Ida Otiar. C'est sûr qu'on est habitué à les voir gagner, de les voir battus, c'est jamais très agréable. Ouais, et puis surtout que là, Idaho est battu, n'est pas battu avec des circonstances de course. Il est battu, là, il est vraiment battu. Pouvait pas faire, il pouvait pas être, aller mieux dans la ligne droite, quoi. Il était battu par Ampiam et DSM et Gohan Boy. Il aurait pu être battu par faute de parcours, comme l'a été comme ça l'a été avec Orsi Dream. Là, après, c'est vrai que c'est vrai que Idaho n'a pas eu le parcours facile. Il a fallu le faire en deuxième épaisseur durant presque tout le parcours. Mais après, ça ne roulait pas non plus. Non, 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 c'est sûr, mais alors, je sais pas comment ils étaient là à l'entraînement. Ils avaient dit que vraiment Ampiam et DSM étaient vraiment au top, qu'ils n'auraient pas été surpris de l'avoir finir devant. Donc voilà, ils se sont pas trompés parce que elle a fini devant. Non, en deuxième épaisseur, c'est jamais évident non plus, hein. Même quand ça roule pas, c'est jamais évident non plus. Voilà, j'espère pour eux que c'est une perf à oublier, qu'ils ont eu plus derrière et qu'ils vont pouvoir bien rebondir. J'en doute pas. Mais, voilà. Mais c'est vrai que je suis content que ce soit Golden Boy parce qu'il méritait quand même son groupe 1. C'est sûr qu'il méritait, il venait de finir 3 fois deuxième. Bon, c'est vrai que c'est un cheval un peu malheureux. Il avait gagné sa batterie à Solvala. Il aurait été deuxième de l'Elite Lap. Malheureusement, il avait fait la faute dans la ligne droite alors qu'il aurait été deuxième. Il n'aurait pas battu Orsi Dream, mais deuxième sûr. Dernièrement battu par Emerald 2B. Il avait gagné ce Grand Prix l'année dernière. Ça a l'air de lui convenir cette piste. Et puis c'est bien parce que c'est un nouveau groupe 1 pour lui. Et c'est vrai que c'est pas un cheval qui est toujours heureux. Et de plus, Romain Derrieux n'avait pas du tout prévu cette tactique de course-là. On sait que c'est un cheval qui adore finir. En fait, il s'est retrouvé aux avant-postes. Comme il le dit après la course, il le dit. C'est pas de sa faute parce que lui il voulait pas partir et puis les autres ne sont pas partis, donc même en ne voulant pas partir il s'est retrouvé en tête, donc c'est quand même une configuration de course délirante et bien lui en a pris après de garder la tête parce qu'il l'a fait facilement. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que quand sur des courses comme ça, on peut partir gentiment et être aux avant-postes, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Et là, voilà, il a pu contrôler toute la course et puis rouler les 700 derniers mètres. Voilà, c'est sûr que pour des cracks comme ça, ils vont tous à la même vitesse, donc c'est dur de revenir de l'arrière. Et voilà, alors ouais, un cheval comme Idaho, je vous dis, même en étant à donner au vent, on est vraiment dans le haut du panier, hein. C'est très très dur, hein. C'est pareil, il faut vraiment être à 110%. Gaspard Dangis, quand il avait gagné La finale du GNT à donner au vent, vraiment c'était vraiment magnifique. Le cheval il était à plus de 110%. Je pense que là leur cheval est pas encore à 110% et il court quand même pas mal, hein. Je dis pas qu'il court mal, mais bon, quand même, c'est quand même le dernier vainqueur du Prix d'Amérique. Il était venu en 4 il avait fait une course de malade en venant à 4 durant le parcours. Il avait fait une course monstrueuse et aujourd'hui en étant à 2, en marchant 14-5 pour le vainqueur. Il est battu troisième. Après, il n'y a rien à se reprocher, hein. C'est quand même pas mal quand tu es troisième d'un groupe 1. Le cheval, en plus, l'entourage avait prévenu qu'il n'était pas à 100%. Donc, à vrai dire, c'est quand même une belle course, une bonne course pour lui.
Après, je pense que les gros regrets, ça vient quand même du favori de la course, qui avait le numéro 2, c'est Orsi Dream, associé à Eric Raffin. Hein. Ouais, complètement. J'ai même regardé à 2 fois la course pour essayer de comprendre un petit peu. Et ouais, il s'est retrouvé enfermé. Il, il a bien fini quand même, mais voilà, c'était trop tard. Hein. Quand ce sont des courses qui roulent pas, c'est compliqué quand on n'est pas aux avant-postes et qu'on se retrouve enfermé comme ça. Ah, c'est sûr que la piste de Monstre, c'est quoi? C'est 200 mètres de ligne droite, quoi, sorti du dernier tournant. Il restait sur 5 victoires. Il a gagné l'Elite il vient de gagner la course la plus dotée au monde, c'est la course à Abbey. Cinquième, je pense que c'est une course à oublier. De toute façon, en général, la course du Grand Prix de Wallonie, c'est souvent pas une course qu'il faut regarder. C'est pas une très grande course de référence parce que c'est une petite piste, ça tourne, c'est corde à gauche comme à Vincennes. Mais ce que je veux dire, c'est pas très, ça représente pas trop la vraie valeur du cheval, quoi. Non, après, je pense que ça les prépare bien quand même parce que tous les cracks sont là. Hein. Richard Dulandré, ça fait plusieurs années aussi qu'il le fait, lui, et ça le prépare bien à chaque fois. C'est pareil, il devait pas être trop près, mais il a pas lâché le morceau pour finir, il court bien, il sort du Landré. Il était ferré en plus, je crois. Il était ferré, ouais, il court vraiment top. Ça, c'est des choix à retenir, mais non, pour en revenir à Orsi Dream, on peut pas se trouver, on peut pas cracher dessus du tout, et il est peut-être un petit chou fatigué aussi, voilà, qu'ils étaient sans doute pas à 100% non plus, ils ont encore l'hiver à préparer, donc, faut faire attention, faut pas cramer trop de cartouches trop vite. Bah, c'est sûr que ça va être l'hiver le plus important avec plusieurs grandes joutes, dont le prix d'Amérique, le prix de France. Je pense pas que, comment dire, Idaho va courir le prix de Paris. Par contre, Hussard du Landré, lui, il avait gagné les dernières en 1:11,9, donc un chrono de malade. Je trouve qu'Hussard du Landré, ça va être un cheval à suivre une nouvelle fois pour cet hiver. Attention, hein. Ah ouais, moi j'adore ce cheval-là. Je trouve bien préservé par leur entourage. La carrière est bien gérée. Ils savent où est-ce qu'ils vont et non, c'est un cheval à retenir. Et là, quand on fait des rentrées comme aujourd'hui, ferrées, et qu'on arrive à pas décrocher des derniers comme ça, c'est que le cheval commence à monter en puissance et qu'il est bien, hein, parce que quand même dans des courses comme ça, serrées ou déserrées, il y a quand même une énorme différence. Ah bah c'est sûr qu'il y a une énorme différence et lui il, il le fait, il finit, je sais pas combien il finit, mais il doit finir, il est pas dans les 5 premiers, mais il court correctement et il va falloir le suivre avec grande attention. C'est fini pour les pages de l'actualité. On va passer maintenant à ton interview. C'est la grande part de cette émission. Je rappelle que tu as 26 ans, tu es né le 29 juin 1998. Tu es passé par 3 maisons, celle de Jean-Philippe Dubois où tu as fait ton apprentissage avant de passer celle de chez Björn Goop et puis finir par le regretter Franck Kahn. Maintenant tu entraînes avec ton père Jean-Michel Baudouin. Tu as 178 victoires à ton actif avec 20 à 26 ans, c'est quand même pas mal du tout. 26 victoires sur l'année en cours, 1453 courses courues. Tu es le fils, comme je viens de le dire, de Jean-Michel Baudouin. C'est vrai que qu'on va dire ton début de carrière n'est pas mauvais avec 178 victoires. Hein. Ouais, après on veut toujours mieux, hein. On veut toujours mieux. Voilà, oui, après, j'ai une grande chance, c'est d'avoir un bon entourage. Hein. Mes parents m'ont aidé depuis le début. Déjà dans le choix des écuries à faire pour apprendre. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer des bons chevaux. À l'époque où j'étais chez Jean-Philippe Dubois, il venait de gagner le prix d'Amérique avec Royal Dream. À l'époque où j'étais chez Björn Goop, il avait déjà une dizaine de casques d'or et c'était déjà un grand crack.
Et donc voilà, ça m'a appris pas mal. Et à l'époque où j'étais chez Francagne, on avait encore un Kim Ducavert qui était encore au top et Briater qui était pareil au top. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des bonnes maisons au bon moment. Donc ça, c'est sûr que c'est des gros avantages. Mes parents qui me soutiennent constamment. Donc c'est sûr que voilà, d'être bien entouré, déjà, c'est une bonne chose d'avoir des bons chevaux à driver. C'en est une aussi. Voilà, maintenant, faut pas, on est tout de suite dans le grand bain, donc faut pas trop se louper non plus parce que sinon, on passe vite à quelqu'un d'autre et on n'a pas trop le droit à l'erreur non plus. Ah bah c'est sûr, dans ce métier-là, c'est c'est soit tu réussis, soit tu l'as mauvaise. Alors, c'est vrai que tu es passé par de très bonnes maisons. Moi, je voudrais bien que tu me dises, tu es passé par trois maisons, Jean-Philippe Dubois, Björn Group et Franck. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris chacun? Qu'est-ce que t'as appris Jean-Philippe Dubois? Qu'est-ce que t'as appris Björn Group et qu'est-ce que t'as appris Franck? Jean-Philippe Dubois, ils m'ont appris pas mal à mettre des bandages, à regarder un cheval, à regarder l'allure d'un cheval, à regarder tout le bien-être du cheval, à travailler rigoureusement et voilà, énormément de rigueur. Et voilà, fallait s'accrocher, c'était pas évident tous les jours. Surtout que à cette époque-là, je courais pas, j'avais pas ma licence, pas mon permis, je rigolais pas tous les jours, mais bon, voilà, c'était pour mon bien. Je me suis accroché et j'ai appris ouais, pas mal à bien regarder les jambes des chevaux, bien connaître l'animal qui est le cheval et pour justement avoir aucun problème au niveau voilà, au niveau soins et tout ce qui l'entoure. Ouais, donc chez Jean. Ensuite, après, je suis parti chez Björn Goop. Chez Björn Goop, lui, c'était plus la drive. Hein. J'étais souvent avec lui. Je trottais le matin avec lui. Je regardais faire. C'est ce que j'étais en Suède, hein, donc c'est une des méthodes encore différentes, donc il travaille pas sur les mêmes pistes que nous. Donc voilà, et puis en plus il m'a fait driver, donc c'était une expérience vraiment sympa. Et puis d'être aux côtés du meilleur, qui est casque d'or, même encore actuellement, tu ne peux pas prendre. Donc voilà, j'ai essayé de retenir quelques trucs voilà, qui m'a montré de reproduire en France. Voilà, après ça marche pas, mais voilà, c'est intéressant de regarder comment ces personnes-là raisonnent. Voilà, c'est comme Jean-Michel Bazir. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant presque 20 ans parce que papa a travaillé pendant longtemps avec lui, donc c'est super intéressant de regarder ces personnes-là. Donc voilà, et puis ensuite je suis parti chez Franck Allen, parce que j'avais envie de driver un petit peu. Donc, donc lui, il a appris à me débrouiller. Excusez-moi. Non, vous Il inquiétez a pas. appris il a appris à ce que je me débrouille un peu tout seul. Alors, alors du coup, il m'emmenait, enfin, j'allais tout seul avec mes 4 chevaux, et puis je me débrouillais tout seul. Lui, il m'a surtout appris à me, à me, à me bouger les fesses, on va dire. Hein. Voilà, et puis à l'époque, Francagne, il drivait pas mal ses chevaux, et, et pas mal pour l'extérieur également. Donc, euh, donc lui, fallait vraiment être à cheval sur sur la ponctualité et la, et la rigueur. Quand il disait on est en piste à 8 heures, ça fallait vraiment être en piste à 8 heures et pas à 8h30, parce que lui, il partait aux courses à 9 heures. Donc voilà, lui, il m'a appris vraiment l'organisation
Ça, c'est vraiment un facteur chez lui qui m'a surpris. C'était un mec qui était super organisé. Parce que, voilà, il arrivait le matin, il disait voilà, je prends ça, 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 après je pars en course. À chaque fois, il n'y avait jamais aucun hic. Il prenait ses chevaux, il partait aux courses et ça marchait super bien. Donc voilà, lui, ouais, il m'a appris vraiment l'organisation. C'est vrai que Franck Kahn était réputé pour être quelqu'un où ça tourne rond. Donc voilà pour tes 3 mètres d'apprentissage. Une question toute simple, comment se passe l'entente le matin avec ton père? Comment ça se passe? Tu attelles? Explique-nous un peu le matin comment ça se passe. Déjà maintenant, mon frère qui nous a rejoint. Gauthier, je rappelle, c'est Voilà, Gauthier Baudouin, ton frère. Gauthier, voilà, ouais, donc on est en plus, donc c'est que mieux. Plus on est et mieux c'est quand même pour gérer une écurie comme la nôtre, en tout cas, qui c'est pas tous les jours facile, hein, parce on a quand même pas mal de chevaux, donc il y a pas mal de travail. Donc voilà, moi je commence aux alentours de 6h30 et puis ensuite on est en piste à 8h. Moi j'attelle vraiment toute la matinée avec mon frère, pareil. On attelle tous les deux toute la matinée. Et papa, lui, attelle une partie de la matinée, puis ensuite il se met pas mal aux soins. Ouais. Voilà. Et nous, on attelle toute la matinée, on sort pas mal les poulains, tout ça. Et puis dès que voilà, on n'hésite pas à bien communiquer pour avoir aucun problème et puis toujours aller de l'avant. Et puis on a également le site de Grosbois, qui est en activité maintenant toute l'année. Donc voilà, on se relaye un peu tous les trois à y aller une fois par semaine. Papa, il est quand même beaucoup plus fréquemment que nous. Mais non, on essaye de se partager les tâches. Après, c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, j'ai quand même le bon rôle. Je fais pas mal aux courses. Voilà, c'est ce qui me plaît aussi, ce qui me plaît un tout petit peu moins, je vais dire, à mon frère. Lui, il adore vraiment l'entraînement. Moi, je suis plus axé sur les courses. Donc voilà, moi, je vais pas mal aux courses. Alors, je fais pas mal de kilomètres, mais bon, après, j'ai bon côté la joie des victoires. Donc ça, c'est quelque chose de génial. Ben justement, t'as répondu indirectement à ma question, c'était de savoir si tu étais plutôt driver ou entraîneur. Bon, d'après ce que j'ai compris, toi tu es plutôt dans la drive, dans la compétition, dans la course, et ton frère lui est plutôt le matin, l'entraîneur, etc. C'est vrai que si ça marche comme ça, c'est très complémentaire et c'est top, hein. Ouais, après, voilà, faut que mon frère drive quand même un petit peu, hein. Il drive, faut qu'il drive un petit peu pour pouvoir, donc voilà, il drive quand même, il drive plutôt bien, donc voilà, il drive aussi, mais c'est sans doute un peu moins son truc que moi. Voilà, moi j'essaye d'être à 100% maintenant dans la drive, même d'en avoir un petit peu pour l'extérieur, pour agrandir justement ma palette de driver et voilà, pour essayer de perdre un minimum de courses et d'apprendre de drive en drive, quoi. Et oui, c'est sûr que c'est quand c'est en drivant que l'on apprend. Alors, le meilleur, je vais pas dire le meilleur cheval que tu as drivé, mais le meilleur cheval que tu as attelé. On sait que dans les box de ton père, tu as plusieurs champions. Déjà, commençons par celui qu'on a parlé tout à l'heure, Gaspard d'Angy. On peut penser à celle que tu drives dans les groupes, Joconde Sibé, ou encore Jusqu'au de Fils, ou encore Jolie Poupée. Vous avez quand même un certain nombre de très bons chevaux, de chevaux de niveau parisien, de chevaux de niveau de groupe. Pour toi, quel est le meilleur cheval que tu as drivé depuis que tu te mets au sulky? Matin ou après-midi, hein, en course ou pas? Moi, j'étais encore jeune, mais j'ai eu la chance d'appeler Oasis GD avec laquelle on a été cinquième, sixième du Prix d'Amérique il y a une année, donc voilà, c'était génial. Ça reste quand même
une des championnes de l'écurie. Et c'est vrai que c'était une jument qui avançait quand même terriblement. Donc j'étais jeune, donc j'ai gardé des bons souvenirs avec elle. Et puis ensuite, plus récemment, bah, voilà, on a Gaspard d'Angy. J'ai eu la chance de donner Génito du Maillet, qui avait quand même des 5 ans. C'est vrai, ouais. Je ne sais pas si je peux en détacher un. À la drive, en tout cas, c'est ma plus belle victoire. Celle qui m'a. Ouais, j'en avais presque les larmes aux yeux. C'était Dreamer de Schnell dans le prix de Brest. Parce que je ne m'attendais pas du tout à gagner. Et c'était magnifique de battre des chevaux comme Epsom d'Airfray. Non, ça reste un superbe souvenir. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres quand même. Et c'est vrai qu'aussi que vous avez Epsom Defray, ce fameux rouleau compresseur qui avait enchaîné les victoires, je crois, à un moment à Vincennes, je sais plus combien il avait enchaîné de victoires, 5, 6, 7, je me rappelle plus du nombre exact, mais Epsom Defray il court toujours maintenant plutôt dans la discipline du monté. Mais ouais, c'est vrai que vous êtes bien armé dans l'écurie, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais, complètement. Bah, Epsom Defray, on va dire que lui, par contre, c'est le cheval de cœur. Lui, on est obligé d'être attaché à ce cheval-là. Il est super gentil et il fait pas de mal à une mouche, donc c'est génial c'est génial de côtoyer un cheval comme ça. Donc lui, ouais, c'est vraiment le cheval de cœur. Donc si on comprend bien, Epsom Defray, le cheval de cœur, Oasis GD, la fameuse jument 5e du Prix d'Amérique qui était drivée, on se rappelle des deux victoires avec Tony Le Belair et Oasis, c'était vraiment des très belles victoires. Donc il y en a eu plusieurs. Chevaux. Alors, ta vision actuellement sur les courses, on sait que beaucoup sonnent la sonnette d'alarme parce que les courses ça va mal. Est-ce que pour toi les courses ça va vraiment mal ou c'est juste entre guillemets une affaire de médiatisation? Ou qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les courses? Car on sait que dans les hippodromes de grande catégorie, il y a moins de monde, mais dans les hippodromes de province, il y a toujours du monde, il y a toujours des spectateurs. Les enjeux baissent sur le PMU, ok, mais est-ce que ça doit être, aussi important, quoi? Ou est-ce qu'on se monte un peu le bourrichon en se disant ah, c'est la fin des courses, les courses étant c'est fini, ou on doit se dire on doit espérer, on doit faire des choses pour évoluer. Toi tu fais partie de la jeunesse des drivers, tu fais partie de la jeunesse du monde des courses. Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer? Est-ce qu'il n'y a pas des idées à donner, etc. Donne-nous un peu ton avis. Déjà, le rôle à jouer, c'est sûr que déjà, faut que les drivers soient extrêmement à l'écoute du public et restent très disponibles. Mais et restent voilà très disponibles, voilà, voilà, moi j'essaie de répondre à un maximum d'interviews et d'être très proche du public, ça c'est sûr que c'est important. Après, je pense que il y a là je parle mal en province et tout ça, et je pense qu'on n'a pas plein de monde, hein. Il y a quand même énormément de monde sur les champs de course. Quand on va le dimanche, c'est impressionnant. Et oui. Et il n'y a pas qu'une amie. Il y a des jeunes, il y a tout le monde. Non, même dans les bénévoles de jour, j'ai été surpris. Je suis allé à un hippodrome en Bretagne. Je suis allé à un hippodrome en Bretagne, mais c'était géré que par des bénévoles qui avaient moins de 25 ans. Donc voilà, il y a quand même une relève, je pense. Donc non, je pense pas qu'il faut être super inquiet sur ce fait-là. Maintenant, c'est sûr qu'il faut rester disponible, faut être à l'écoute, et puis le fait d'avoir des attractions sur les hippodromes, des concerts comme à Vincennes et tout, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, il y a quand même, sur certains hippodromes, il y a quand même beaucoup de monde, et c'est quand même la fête au village. Donc, moi, je suis pas encore alarmiste à ce sujet-là.
C'est sûr que ça dépend du point de vue. C'est sûr que si on va un vendredi soir en nocturne à Vincennes, on va pas voir grand monde. Mais par contre, en province, le dimanche, que ça soit partout en France, bah personnellement, il y a du monde et c'est ça qui est important. Et je pense que peut-être la question qu'il faudrait se poser peut-être des directeurs entre guillemets du monde des courses, c'est de se dire on a tendance à oublier de plus en plus la province alors que c'est la province qui forme les courses, que ce soit pour les jeunes chevaux, que ce soit pour le public, pour les jeunes publics. En fait la province, est-ce que c'est pas la racine des courses? Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut encore peut-être regarder là-dessus au lieu de regarder toujours sur les grands hippodromes, mais qui n'attire pas forcément grand monde au niveau du public, et puis les enjeux qui sont corrects mais qui sont toujours en baisse. Bah, ouais, non, c'est sûr, maintenant c'est sûr que oui, je suis d'accord avec vous. Et maintenant, par contre, sur les petits hippodromes, ça va être que des personnes qui vont jouer toute la journée une dizaine d'euros. Le marché quand même se fait quand même sur les hippodromes parisiens, hein. Il n'y a pas les mêmes il y a pas les mêmes sommes d'argent mises en jeu, hein. On peut pas négliger ça, hein. Les hippodromes parisiens quand même restent quand même maîtres, et puis c'est eux qui font vivre quand même, hein. C'est sûr que c'est eux qui font tourner la machine des courses au niveau des milliers de personnes qui travaillent pour les courses. Non, mais ce que je veux dire, c'est la déclaration de la passion des courses, c'est peut-être en province que ça se fait. C'est sûr que c'est en Moi, province, ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le cœur du réacteur, c'est les courses premium, où il y a des millions d'euros d'enjeux, et qui font vivre une filière tout entière qui représente des milliers de personnes. Mais par contre, les prochains grands joueurs, les prochains joueurs peut-être du dimanche qui vont aller jouer, admettons, dans un PMU sur Vincennes, souvent ils viennent de province où ils ont été sur un hippodrome, et puis c'est là que se forme la passion, je pense. ouais, c'est sûr qu'il faut pas prendre du tout la province à la légère, hein. Ça reste, ça reste super important. Faut travailler même avec eux, hein. Faut que les hippodromes parisiens travaillent en amont avec la province. C'est sûr que ça reste important, et le fait qu'il y ait autant de monde en province et moins à Vincennes, c'est sûr que ce serait bien d'avoir un peu plus de monde à Vincennes. Donc c'est sûr que c'est important pour eux de travailler main dans la main. Faut surtout pas Se mettre tirer les dans les bâtons dans pattes. les roues, Ouais. parce que c'est sûr que c'est comme ça qu'on va commencer à avoir des problèmes. Donc voilà. Voilà, je pense que les deux sont super importants, mais c'est sûr que la base c'est quand même c'est quand même la province. Je suis d'accord avec vous, hein. Moi j'ai des copains, mes copains qui étaient au collège avec moi. Quand il y a des courses à Fougères, voilà, ils sont tous là, hein. Ils viennent. Ils suivent plus à Fougères que en région parisienne, hein. Donc voilà, faut essayer justement de faire passer ce cap-là aux gens qui passent de la province à Vincennes, et continuer à évoluer dans ce sens-là. Et merci pour ce point de vue logique. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que quand il y a du sport, admettons à Vincennes, je pense à samedi dernier, ou encore lors des grandes journées, lors du Prix d'Amérique, tout ça, l'hippodrome de Vincennes est bondé. On va parler maintenant de tes objectifs à venir dans ta vie. Quels sont tes objectifs? On est déjà à une cinquantaine de minutes d'émission. Il va falloir qu'on soit concis. On a 1 heure à tenir, donc 10 minutes, encore 2-3 questions. Donc il va falloir qu'on aille un peu plus vite. Alors, tes objectifs? Mes objectifs, continuer de performer en course, voilà, avoir des bons choix à l'entraînement, qu'on n'ait pas de période de creux comme on a eu actuellement là au niveau de la fin de l'été. Là, c'était catastrophique chez nous. Ouais. Donc voilà, faut que ça évolue dans le bon sens de ce côté-là. Maintenant, voilà, moi, faut continuer à gagner des courses, être de plus en plus performant, faire le moins d'erreurs possible, et voilà, tout le temps essayer de respecter un maximum les collègues en course, et voilà, essayer de ne pas s'attirer de problèmes à droite, à gauche,
voilà, là, voilà, j'aimerais bien arriver à une petite cinquantaine de courses cette année. Là, ça, c'est quand même un de mes objectifs. Donc, je pense que rien n'est encore perdu. Il me reste une bonne vingtaine à gagner. Je pense que c'est faisable. Donc voilà, à moi de bien travailler et à l'écurie de bien travailler également. Ouais, c'est sûr que là, donc, je le disais tout à l'heure, tu es à 26 victoires. Si tu veux atteindre le cap des 50 en 3 mois, il va falloir t'en gagner 24. Après, on sait que l'écurie Baudouin, où elle est en force, c'est l'hiver où on sort entre guillemets la grosse armada. Et c'est là que normalement tu peux enchaîner les victoires. Et c'est tout ce que l'on te souhaite. Alors, justement, en parlant de ton écurie, quels sont les espoirs de l'écurie? On a vu beaucoup de L la sortir en début d'année là, avec des L qui avaient l'air d'être très bons, qui avaient l'estime de ton père, je crois. Quels sont réellement les espoirs de l'écurie actuellement? Actuellement, c'est sûr qu'au niveau de la génération des 3 ans, on est extrêmement bien armé. Un cheval comme Lennon Derfray qui a couru 2 fois, qui a gagné 2 fois, c'est des top chevaux. Un cheval comme Lorenzo de Chenu qui a couru 2 fois, qui a gagné 2 fois, c'est pareil, c'est un top cheval, deux profils différents. Il y en a un qui est très froid, l'autre qui est un petit peu plus chaud. Voilà, mais ça c'est 2 chevaux qui vont sans doute courir dans les bonnes catégories avec les mâles, peut-être au milieu du meeting, des semi classiques ou au moins des groupes 3. Ça c'est 2 top chevaux et au niveau des semelles, il y a Lara Chenu qui a couru 3 fois, qui en a gagné 2. La dernière est un petit peu fatiguée et Liberty Jospin qui a couru 3 fois, qui en a gagné 2. C'est pareil, c'est des C'est top chevaux. Hein, Ouais, c'est vrai que ils vont gagner leur course cet hiver à Vincennes, ça c'est sûr. J'espère qu'ils vont encore évoluer. bon. Normalement, en tout cas, ils ont le profil pour. Voilà, ouais, au niveau de l'L, on est quand même pas du tout à se plaindre. On a une très bonne génération. Et dans les M, on est quand même correct. Le cheval que Gauthier drive un petit peu, la Madness Tibet. Ouais, Il est troisième en débutant. c'est pas mal. C'est vraiment bien parce qu'à l'entraînement, on a pas mal de boulot, mais il a vraiment gros de qualité. On est loin d'être à 100%, donc en débutant et en étant troisième comme ça à Caen, c'est des très bonnes valeurs. Bon, c'est sur cette dernière question que c'est fini cette émission. Je te remercie, Louis, pour cette émission. T'as été complet, t'as donné ton avis, je pense, le plus sincère possible. Sur ton interview, tu as donné les chances de l'écurie. Donc, pour les parieurs qui nous écoutent, faut pas hésiter à les suivre. Donc, voilà, je te remercie, Louis, et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité et je vous dis une bonne semaine à tous.